Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième déjeuner débat en remote sur LN24. Merci à vous quatre d'être là. Merci Anouk, merci Yoline, bienvenue Louis, bienvenue Chris. Et je propose à Joël de nous expliquer un peu ce que la BMMA nous propose aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on est là, on s'est installé pour parler avec les marketeurs qui ont été plébiscités comme les meilleurs l'année passée. Donc, on a la personnalité de l'année, on a l'entreprise de l'année et on a la start-up avec le plus haut potentiel de l'année. Merci à vous. Merci à vous d'être là. C'est un prix qui s'appelle maintenant Meaningful Marketing Prize, qui est organisé par BAM et qui est surtout organisé avec l'ensemble du marché. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que tout le monde s'est mis pour être d'accord. Donc ceux qui avaient gagné avant doivent être contents, mais vous pouvez être encore plus contents parce que vous avez vraiment gagné avec l'accord de tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va parler, on va dialoguer et le fil conducteur qu'on vous propose de suivre, c'est celui du temps. Aujourd'hui, le temps, il est challengé, on est dans des moments de changement et par rapport à ça, je pense qu'il y a plein de choses à apprendre de vos pratiques et c'est là-dessus qu'on décide et qu'on voudrait débattre avec vous. Iedereen spreekt zijn eigen taal. Nous avons un public tweetalig et donc ça devrait aller comme sur des roulettes. Pour commencer peut-être, je te propose de les présenter. Tout à fait. Donc, vous imaginez que je me suis posé la question de savoir, mais est-ce qu'il y a une recette ? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun à vous quatre qui fait que vous avez été les élus de l'année ? Et donc, j'ai cherché. Alors, je vais venir avec 3 éléments un peu bateaux, mais tellement vrais. C'est la passion. Et donc, quand on va sur le LinkedIn de Yoline, je pense, c'est un passionate marketeer. Vous allez tous voir quand Chris parle, il a un tone of voice et un body language de vrai passionné, vous l'avez déjà entendu tout à l'heure. Quand on voit par exemple Louis, il est passionné par l'entrepreneuriat depuis qu'il est tout petit et il a suivi un chemin qui l'amène jusque-là. Et donc c'est vraiment un premier élément commun. Un deuxième, c'est la curiosité. Et donc, il y a Chris qui a été un peu à Chicago, un peu à Berlin, un peu à Paris, un peu partout. Il y a Anouk qui a fait tout un petit circuit chez Danone pour essayer de voir ce qui lui convenait le mieux entre le sales, le marketing, différents types de produits. Et quoi d'autre ? Je pense que j'avais fait un peu le tour de la curiosité et pour l'entrepreneuriat. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vous caractérise tous les 4. Donc Louis, on ne va pas en reparler, mais toute ton éducation à l'UNIF et puis un parcours chez des consultants pour pouvoir rentrer enfin dans un entrepreneuriat qui se veut durable et vraiment apporter quelque chose à un nouveau mode de vie. Mais c'est vrai pour Chris, si tu as été il y a 17 ans dans le digital, dans une start-up digitale, c'était quand même un peu avant-gardiste. Et donc, c'était aussi une forme d'entrepreneuriat. Si je prends Anouk, qui a quand même entrepris justement de toucher à tout chez Danone, et pour faire assumer une fonction de senior shopper marketing, qui n'est quand même pas quelque chose de classique. Donc, c'est une forme d'entrepreneuriat aussi. Et Yoline, de vouloir faire croître, d'être passionnée par tout ce qui est durable et de vouloir faire croître ces nouvelles habitudes de consommation, ça en fait partie. Et donc, nous avons Yoline Anouk qui est senior shopper marketing chez Danone. Anouk qui est marketing manager chez Alpro. On a Louis qui est strategic and innovation lead chez Casidomi. Et Chris, qui est Business Marketing Director, Food and Refreshment, et qui est aussi Head of Digital Transformation chez Unilever. Voilà. Vous êtes à l'aise avec les définitions ? Oui. Vous avez envie d'ajouter quelque chose ? C'est le moment. On va passer au bloc 1. Premier bloc avec lequel on va aborder les choses, ça va être tout ce qui est lié à ce moment et ce moment de changement. On est dans un moment de changement. Yoline est passionnée durable, c'est des choses qui sont importantes chez Unilever. Vous, votre ADN, c'est le durable. Toi, tu fais attention à peu près
toujours par rapport à ça, dans le fil rouge, dans la préparation, c'est des choses dont tu as parlé. Et donc, par rapport au durable, par rapport à ce moment, l'enjeu aujourd'hui, on sait que le monde change, on sait que les préoccupations des consommateurs sont devenues un drive vraiment profond de remise en question des offres au niveau des marques. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir l'air et de se positionner de manière crédible, pas juste l'air, comme faisant partie de la solution et pas du problème. Et par rapport à ça, chacun de vous, vous avez une manière de faire, vous avez une expérience, un point de vue, et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Ce qui est important aussi, c'est qu'on va vous poser des questions les uns aux autres, mais vous n'hésitez pas à ajouter des choses si Yoline dit quelque chose de super intéressant et tu as envie d'ajouter un truc, tu n'hésites pas. L'idée, c'est d'avoir un débat, d'échanger pour que les gens qui nous regardent, ils se disent « Waouh, j'ai bien fait de rester manger avec eux. » Et donc, peut-être une première question au départ que je te pose à toi, Chris. Donc, on est dans un monde dans un contexte de crédibilité face à ce nouveau monde, en fait, qui s'est créé. Et donc, hoe kunnen wij inspelen op de nieuwe werkelijkheid? Wat is die nieuwe werkelijkheid? Dat is de COVID, dat is de nieuwe mobiliteit, dat is de hybrid working, dat is de duurzaamheid. En hoe kunnen wij geloofwaardig daarin blijven? Zonder de indruk te geven dat wij cynisch of misschien ook hebberig zijn. En dus, hoe ver moeten wij gaan? Hoe kunnen wij die product aanpassen? En zodat we krijgen die credibiliteit. Ik ga heel hard mijn best doen om stil te blijven zitten en te tonen. Of je hebt er wel druk op gelegd. Maar interessante vraag. Ik wil ook even een stapje terugnemen om te gaan kijken van, speelt dat? Zijn dat nu wel topics die echt belangrijk zijn? En absoluut. Je hebt langs de ene kant bedrijven die er heel bewust voor kiezen in hun strategie om een deel van de oplossing te zijn. En dan heb je de consument die er meer naar vraagt. Ze willen betere keuzes maken voor people, planet. En de vraag is, de consument zegt eigenlijk al 10 jaar dat die duurzame keuzes wil maken. Maar wij hebben onderzoek gedaan, zelfs het laatste nog van 2018 geleden. Als je ging kijken naar de echte motivators om te kopen, dan zag je dat gedrag van de consument nog niet in die richting gaan. Maar er is iets heel interessants veranderd de voorbije 2 jaar. Dus als wij ons meer neuroscience research doen, dan zie je plots, we hebben het onderzoek opnieuw gedaan vorig jaar, dan zie je plots dat duurzaamheid wel een van de gedragsdrijvende motivators is geworden. Dus er is iets de voorbije 2 jaar gebeurd, dat eigenlijk wat ze vroeger zeiden, consumenten nu ook gaan doen en verwachten van bedrijven. En ik vind dat al een heel interessant uitgangspunt. En ik denk als je volgend jaar gaat kijken en het jaar nadien, dat echt nog veel belangrijker gaat zijn. En mensen maken ook echt een keuze in die richting. Dus ik denk dat je als bedrijf eigenlijk geen keuze hebt om erin mee te gaan. En het goede nieuws voor mij is dat dat heel makkelijk is om te doen. Je moet gewoon starten met overtuiging. Ik zou het niet overdenken. Je moet het natuurlijk wel doordenken, maar het is een kwestie van doen. En dan kan je eigenlijk een heel makkelijk stappenplan volgen. Wat wil je gaan doen? Op welk vlak wil je inspelen? Waar kan je relevant iets doen voor je consument? Bij Unilever is dat natuurlijk heel breed, want we hebben ook heel veel categorieën en heel veel producten. Dus bij ons, wij proberen het altijd te linken aan planeet en people. Dus dat gaat dan van, op onze producten willen we gezondere producten aanbieden, we willen onze verpakkingen verbeteren, maar we willen ook inspelen op mental well-being van mensen, zelfvertrouwen geven en dan heb je onze verschillende merken die daar een rol in spelen. Maar mijn belangrijkste boodschap is gewoon, start met iets te doen, maar vanuit een volle overtuiging. En dat linkt voor mij aan dat credibiliteitsstuk. Ik denk dat mensen, consumenten terecht wantrouwig zijn naar grote bedrijven, naar grote merken. Dat is oké. Maar ik zou zeggen, lig daar niet te veel wakker van. Start met te doen. Probeer impact te maken. Doe dat ook op de lange termijn, zodat het geen one-shot is. En probeer de mensen, de consumenten, mee te nemen en te co-creëren. En dan denk ik van it's oké. Ze gaan nog een aantal keer de feedback geven. It's purpose washing, greenwashing. Maar na verloop van tijd volgen ze wel. Ok. Consistentie, Ulrike Elvel. Absoluut. C'est intéressant parce que ça donne déjà une dimension de temps où on ne va pas rester dans du court terme et on fait et on walk the talk. On fait et en faisant, on fait des choses plutôt qu'annoncer. Je vais faire quelque chose un jour et un jour, je serai comme vous voulez que je sois. Chez Casidomi, vous êtes dans le e-commerce. Vous êtes un pur player de e-commerce.
c'est nouveau des players e-commerce dans le durable. Comment on fait pour... Est-ce que c'est de la conversion de acteurs classiques qui deviennent durables, qui deviennent bio grâce à vous, ou c'est des gens du bio qui étaient avant dans les magasins physiques qui viennent chez vous? Comment ça se passe? Mais en effet, je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux. Et ce que l'e-commerce permet de faire, je pense qu'il y a 2 points. D'une part, rendre accessible une sélection de produits qui peut être engagée. En fait, ça, c'est un peu la décision de l'e-commerce. Et d'autre part, c'est aussi une plateforme qui sert de communication, d'information dans le domaine. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Si on revient sur le point accessible, il y a un peu de parties. C'est accessible parce que c'est facile, c'est en ligne. On peut créer la plateforme la plus simple possible. On peut mettre des filtres. Les personnes arrivent, découvrent des produits qu'ils n'auraient peut-être pas découverts finalement dans les rayons de supermarché et peuvent faire leur shopping de manière beaucoup plus facile. Accessible donc aussi en termes de prix. Et ça c'est vraiment important. Donc, la mission de Case2Me, c'est de favoriser la transition vers des modes de vie plus sains, plus durables et plus sensés. Et ça passe évidemment par avoir des prix qui sont plus faibles que dans les magasins bio. Donc on se compare aux prix recommandés par les fournisseurs. Et généralement, grâce à l'abonnement qu'on a, qui est à 80 € par an, eh ben on permet aux consommateurs d'acheter jusqu'à 50% moins cher tous les produits. Et donc ça permet justement cette transition, qui est importante. Donc l'aspect plateforme, l'aspect prix, ça c'est clé. Et ensuite, je parlais de l'information. Ça, c'est un luxe, entre guillemets, de la plateforme e-commerce. C'est que sur les pages produits, on peut expliquer comment on utilise le produit, on peut expliquer comment il est fait, on peut expliquer d'où il vient, etc. Mais aussi via notre blog, on peut avoir plein d'articles qui parlent par exemple de la végétalisation de l'alimentation, qui parlent de la manière dont on utilise tel ou tel produit, de la provenance des produits, etc. Et ça, on fait ça sur notre site, mais évidemment énormément sur les réseaux sociaux. Et donc, là, on est très, très fort sur le content marketing. Si on voit notre page Instagram, par exemple, on en a parlé juste avant l'émission, mais là, maintenant, on a près de 140 000 abonnés. En fait, on communique majoritairement sur, de nouveau, l'alimentation, comment avoir une alimentation plus saine, comment avoir une alimentation plus végétale, etc. Et donc, je reviens aussi sur la partie sélection de produits dont j'avais parlé, qui je pense est clé aussi pour nous. Elle peut être engagée ou pas. Nous, on a décidé d'être quand même très fort engagés avec un catalogue qui est plutôt végétal, voire même presque totalement végétal. Et là, en fait, ce qui est assez fou, c'est que notre équipe catalogue est une des équipes les plus grandes de Case2Me. Et on a près de 10 personnes en fait, qui sélectionnent les produits de manière très stricte. On a une charte qui est publiée sur le site internet et on vérifie tous les ingrédients, etc., la provenance. Et donc, ça permet finalement au client de faire son shopping les yeux fermés parce qu'il sait que tous les produits qui sont sur notre site sont bons pour lui et pour la planète. Okay. Et donc ça, je pense, si on rassemble un peu tout ce qui a été dit là par rapport à l'avantage de l'e-commerce, c'est vraiment accessibilité et plateforme de communication qui est très importante. Nouveau style de vie un petit peu. Exactement. Et voilà. Et donc on prône autant l'alimentation que la vie en général, quoi. Okay. Et si je peux juste rajouter à ça aussi, je pense qu'il y a encore un troisième point, c'est l'inspiration. Oui, que les deux points que tu mentionnes nous amènent jusque-là. Et je pense que par rapport à un magasin physique où on est toujours limité aux rayons qui existent et à l'espace physique aussi, justement, ça nous permet aussi d'avoir du double placement, par exemple, si on veut avoir des produits, si on parle du petit déjeuner pour des yaourts ou des alternatives aux yaourts, on pourrait les mettre à côté des granolas, etc. C'est beaucoup plus facile dans l'e-com que... C'est du category management. Très facilement. Exact. Mais il y a une dimension pédagogique partout, hein. Déjà dans les deux là, et je sais que vous allez parler de la même chose, il y a cet enjeu, cet appétit de changement. C'est intéressant dans ce que Chris a dit, c'est cette idée de aussi... On a envie de changer, mais à quoi on doit renoncer? Est-ce que mon plaisir peut être encore au rendez-vous? Et par rapport à ça, il y a une dimension de pédagogie. Il faut emmener ces consommateurs vers leurs appétits en faisant des choix et en expliquant ces choix et en initiant un mouvement auquel ils vont adhérer. Dus dat vind ik heel interessant aan het Case2Me-verhaal. En we weten nu dat de mensen er echt voor openstaan en dat ze die keuzes willen maken. Maar er zijn nog 101 barrières. Als je met de consument gaat
praten, weten ze vaak niet wat de juiste keuze is. En je ziet dat bij Casidomi heel mooi. Ze proberen de prijsbarrière weg te halen, de keuzebarrière. Ja. Ze geven heel veel content waaraan de credibiliteit helpt, wat dan weer helpt om niet beschuldigd te worden van greenwashing of purposewashing. En dat is wat we als marketeer constant moeten doen. Gaan kijken van wat zijn de drijvers en de barrières en die barrières één voor één wegwerken. En een heel mooi voorbeeld. Exact, et je rebondis là-dessus, sur l'aspect barrière. Il y a une dimension qui est clé dans cette transition, c'est faire comprendre aux clients que manger bien pour soi et pour la planète, c'est aussi un plaisir. Et donc la sélection de produits, elle est éthique, elle est durable, mais elle est aussi plaisir. Et ça, c'est clé pour nous. Et dans l'image de marque aussi, quoi. On ne peut pas être, entre guillemets, le vieux bio peu attirant. On doit être chouette, excitant. Vous êtes le nouveau bio. Vous êtes la nouvelle définition. S'il y avait un 2.0, il y a un 3.0. C'est vraiment une nouvelle approche qui s'installe. On va voir ce qui se passe chez vous. Ici, on va parler d'un leader de catégorie. Et finalement, est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est une menace? En donc chez... Oui, tu veux... Nee, ik denk heel goede vraag, heel terechte vraag ook. Ik vind het heel interessant. Je hebt daarnet gehad over rode draad. Ik denk dat hier vol rode draden ligt. Dus ik denk dat we heel mooi inspelen op de trends die we zien. En bij Alpro is de sterkte, ook die credibiliteit, gelinkt aan ons purpose, ons doel, dat eigenlijk al sinds onze oprichting in 40 jaar geleden centraal staat. Ja. Dat helpt of dat helpt niet? Dat helpt voor ons is dat echt de noordster in alles wat we doen. Ik denk dat het voor ons mooi is, wat Chris ook zei. Wij gaan al van bij de start uit van de kracht van plantaardig voedsel voor het goede van de planeet. En dan bij gevolg ook de mensen en de dieren die erop leven. En hoe doet u om niet te veel geven aan de concurrenten? Omdat je bent bezig met de creatie en de groei van het markt. Dat jullie zijn aan het duwen, aan het bouwen. Ja. En hoe ver kunt u gaan en niet te ver om niet toch de deur openen voor de concurrenten? Daar is onze rol voor ons als leider binnen die categorie. Dat is een categorie die de laatste jaren uit de niche gekomen is. Wij bestaan al meer dan 40 jaar en heel lang is Alpro de categorie geweest. Wij hebben mee die categorie uit de niche getrokken en we zien dat daar echt wel een trend is dat mensen meer naar een vegetarische, veganistische, maar zeker ook flexitarische levensstijl gaan. Waar dat vroeger 1% van de Belgen veganist was, zien we nu dat er 16% minstens 3 keer per week volledig voor plantaardig kiest. Dus het is een heel bewuste keuze geworden. Dus daar willen wij blijven die voortrekkersrol in spelen. Maar verwelkomen wij ook andere merken, omdat die ook helpen op hun manier om die dynamiek hoog te houden en tegelijkertijd ons triggeren om, next level. En dat is voor ons een heel belangrijke. En daar ook om in te pikken op wat Chris zei, we starten ook echt vanuit die inzichten van de consument. Want het moet voor hem relevant zijn. Wat Casidomi ook heel goed doet. We maken het heel simpel, heel laagdrempelig. En daar zagen we heel duidelijk dat een grote barrière om meer plantaardig te eten, of zelfs eens plantaardig te gaan eten, was aan de ene kant angst voor de smaak. Ik vind het niet lekker of ik heb het ooit geproefd en het was niet zo mijn ding. Het gebrek aan textuur, zeker in de drinks, verwachten mensen echt een romig, een vol mondgevoel, wat dan nog vaak bij plantaardige drinks net iets lager ligt. En dat het gemakkelijk moet zijn in gebruik. Je wilt niet voor je gezin koken en dan zien, ik heb plantaardig gedaan, het is mislukt. En met die inzichten zijn we vorig jaar ook echt aan de slag gegaan en hebben we eigenlijk op minder dan een jaar tijd Alpro This Is Not Milk gelanceerd. Want onze grote innovatie is van vorig jaar, maar ook zeker mooie verpakking. En dat is echt die 3 boxes. Dat is een heel toegankelijke, neutrale smaak, een heel romige textuur en je kan het gebruiken zoals dat je bijvoorbeeld koemelk zou gebruiken. En dat is voor mij echt onze rol als leider. Zorgen dat op die manier de categorie stretchen, opentrekken. En we zien nu ook, we hebben ons eigen target by far overschoten, maar dat is intern. Wat dat ook belangrijker is dat we zien dat er 20% van het volume dat we daarmee genereren komt bovenop de totale plain drinks markt, dus bovenop melk en zo. En we trekken echt mensen daarmee in plantaardig. En dat is echt onze missie. En dat moet ook onze missie blijven, om die drempel te verlagen en zo mensen te tonen van het is een normale, positieve keuze voor jou.
en ook voor de planeet. En ik denk dat jullie hebben dat ook gedaan met de verpakking, een beetje meer modern, een beetje aantrekkelijker is. Ja. Dus dat is niet meer een product. Ja, je ziet dat goed voor de gezondheid, maar hoe lijk ik eruit met die genre packaging en product? Ja. En je hebt dat heel goed veranderd, denk ik. En Ja. dat helpt ook om nieuwe mensen erin te kunnen hebben. Het is voor ons ook de eerste echte innovatie startend vanuit het concept, het einddoel. Waar gaan we naartoe? We hebben die insights, we weten de oplossing. Hoe gaan we dat nu doen? Onze andere drinks zijn ingredient-led. Het is op basis van haver, soja, amandelen. Dit, we didn't care. Het gaat over, het moest romig zijn, het moest neutraal zijn en we moeten het gewoon drinken in uw koffie, een bechamelsaus mee maken. Dan was het belangrijker dan welke ingrediënten gaan we gebruiken. Voor mij om daarop in te spelen. Yes. Om daarop in te spelen. Het is misschien een klein beetje naïef, maar ik hoop echt dat we naar een nieuwe manier van meaningful marketing kunnen gaan. Niet tegen elkaar, maar samen met elkaar op verschillende thema's. En plant-based is zo'n groot thema waar Alpro echt de weg aan het effenen is, maar waar wij ook van mee profiteren. En dan wordt het een soort win-win relatie voor beide. Jullie hebben jullie producten gelanceerd veel vroeger dan Unilever. De laatste 3-4 jaar zitten wij met ijs ook in plant-based. Dus het is voor ons gemakkelijker geworden om te zeggen wat is plant-based. Dus er bestaat nu een plant-based Magnum, maar omgekeerd, een ijsje wordt altijd gezien als heel indulging, heel flavorful. Dus mensen die dan een ijsje en dat helpt dan weer aan de perceptie daar. En ik denk daar, als we ons meer en meer kunnen linken in een ecosysteem van mensen, marketeers en bedrijven die plant-based bezig zijn, insights delen, dan denk ik het concurrentiespel komt later wel. Er is nog zoveel te winnen voor elkaar. Er zijn minder grens. Alles komt met elkaar nu. Ja, wij noemen het echt een movement. Au niveau vente, Anouk, est-ce que Louis parle de facilité à faire du category management puisqu'on fait une image à côté d'une autre et c'est fait. Est-ce que par rapport à ce nouvel usage, à ce shift qu'on essaye de faire dans la tête des gens, vous allez faire des choses au niveau de la réalité de l'offre en magasin pour que ce soit crédible et quelque part pédagogique? Tout à fait. Tout ce qu'on a très fort essayé de traduire dans le route to market en magasin. Donc, quand un shopper arrive en magasin, c'est vraiment aller le suivre tout à fait dans son shopper journey et aller voir où est-ce qu'on peut aller pousser cette conversion. Mais en même temps, en fait, on sait qu'il y a plusieurs occasions auxquelles on peut consommer du plant-based. Notre plus grosse occasion, pour nos produits, c'est le petit déjeuner, mais il y a aussi le snacking. Nos crèmes peuvent être utilisées, ou nos alternatives aux crèmes, je dois dire, peuvent être utilisées pour cuisiner, etc. aussi. Et on a au fait vraiment utilisé que pour la vente en magasin, on est allé traduire ces occasions, occasion-based shopper marketing un peu, pour aller voir, comment est-ce qu'on peut traduire ces occasions en vente en poussant de l'inspiration d'un côté, aussi en faisant des collaborations, par exemple. Chez Deleuze, on a fait une collaboration avec Douwe Egberts pour le café, où vraiment c'est de nouveau une nouvelle occasion par le café, juste rajouter ton petit le lait qui soit plant-based, hop, de nouveau, tu rends toute ta consommation plant-based. Ok. Super intéressant. En fait, quand je vous écoute, on se rend compte que par rapport à ça, il y a un momentum dans lequel il y a un shift à opérer, mais il y a pas beaucoup, on part pas vers moins. C'est autrement. Donc, on n'est pas avec un downshifting dans les habitudes où il faut faire des renoncements comme on l'avait chez les macrobiotes, s'ils existent encore, mais plutôt dans un switch d'habitude et dans lequel on retrouve du plaisir et quelque part on a substitué des choses à d'autres pour garder ce plaisir. Donc ça c'est vraiment intéressant. Est-ce que vous avez tous, vous parlez de la connaissance du consommateur, de l'analyse, ça a l'air d'être un fil rouge chez tout le monde. Est-ce que vous voyez des réticences à changer? Vous avez identifié de quoi ils ont peur? Wat zijn ze schrik van? Ja, ik denk als we kijken specifiek naar onze plantaardige categorie, het niet kennen is een heel grote barrière. Okay. Dus daar zijn we, wat Chris ook zegt, echt die beweging, iedereen samen, die zorgen dat het laagdrempeliger wordt. De smaak, en dat is denk ik in alles wat de voeding is, een heel belangrijke, waarvoor dat wij ook heel hard inzetten op sampling, trial, zorgen dat mensen het product voelen, proeven. En de derde is altijd prijs. Okay. Waardoor dat je dan met promoties, maar ook met verpakkingen, verschillende formaten kunt gaan inspelen. En ook zorgen dat je mensen de meerwaarde toont. Waarom wil ik dat gebruiken? Waarom moet ik die positieve keuze maken? Okay. Chez vous, ils arrivent, ils ont déjà fait un petit morceau du chemin, non?
Ils auront fait un vrai morceau du chemin à partir du moment où ils ont commandé une fois. Et ça, c'est pas si évident que ça. D'accord. Donc, on peut les faire venir sur notre site, mais la première commande est pas si évidente. Je pense, pour répondre à ta question par rapport à nos clients, il faut aussi quelque chose qui donne envie de changer. Et ça, souvent, c'est l'information sur l'urgence climatique, en fait. Et ça, j'ai l'impression que tout le monde ne l'a pas, ou en tout cas pas la motivation suffisante pour faire ce switch, parce qu'on n'aime pas trop changer finalement. On a toujours mangé de la viande avec un féculent et un légume, c'est quand même ce que j'ai fait toute ma vie, je suis né avec ça, donc pourquoi je changerais? Mais donc ça, c'est une réalité. Et là, il y a un rôle que nous, on peut avoir en tant que société, c'est d'informer plus que ce que les médias font, et de pousser les gens, parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils se sont informés, à faire ce switch. Et donc, je crois qu'on a vraiment un rôle complémentaire avec les médias, parce qu'effectivement, quand on voit que quand le rapport du GIEC sort, on parle beaucoup de Messi, mais un peu moins du GIEC, là, on se rend compte, voilà, on a quelque chose à faire et il faut le faire pour que ces gens fassent le switch par eux-mêmes. D'accord. En dat linkt een beetje aan jouw vraag van waar hebben de consumenten of de mensen schrik voor? En ik denk dat het woord verandering is. We beseffen allemaal dat we zaken moeten veranderen op alle mogelijke vlakken, maar we zijn gewoon human beings. We hebben gewoon schrik van verandering. En als wij als bedrijven die schrik kunnen helpen overwinnen, of dat nu schrik is om digitaal e-commerce online te gaan shoppen of de schrik om nieuwe categorieën te proberen, daar zit voor mij een heel grote dynamiek in waar wij antwoorden kunnen geven en de mensen kunnen helpen. Ok, cool. Super. Alors, par rapport à cette première catégorie, quelqu'un a envie d'ajouter quelque chose? Ce moment de changement, faire partie de la solution? Il y a des choses qui vous paraissent... On a oublié quelque chose? Est-ce un petit point qu'on peut ajouter, c'est toute cette question sur l'innovation. Et donc, quelqu'un nous a demandé, tiens, l'innovation reste quand même un key driver for growth. Et dans tout ce nouveau contexte, est-ce que la façon de gérer l'innovation, la façon de la planifier, de la mettre sur le marché, de la penser, est-ce que tout ça a changé ces 2 dernières années ou est-ce qu'on en est toujours au même... tout fonctionne encore comme avant? Ik denk dat alles een beetje veranderd is de laatste 2 jaar. Dus dat we er ergens ook niet meer te veel bij moeten stilstaan hoe anders dat het is. Wat dat ik als marketeer heel hard heb zien veranderen, is ten eerste het belang van de consument in innovatie. Vroeger was innovatie vaak intern gedreven. Een nieuw smaakje. Of we gaan een keer tonen hoe slim dat we wel zijn. Daar merk je nu dat innovatie echt steeds meer de noden van die consument centraal zet om zo die verandering gemakkelijker te maken. Ja. Ik denk dat dat een hele grote is. En het tweede is de rol van het digitale daarin. Dat zal wel versneld zijn door COVID. We moeten nu ook veel meer digitaal leven. Maar ook wat je kunt leren. De cookies die ons heel veel hebben geleerd. Online shoppen, waardoor dat we veel meer echt dichter bij de consument gaan staan en veel meer ook snelle tests kunnen doen. Gewoon een keer in een panel vragen, absoluut. Wat denkt je? Wat mist je? Wat zoekt je? Wat vind je hiervan? En dat zijn dingen die vroeger moesten de straat op gaan, echte focusgroepen. Dus dat is voor mij een innovatie, wel een stroomversnelling die we de laatste jaren gekend hebben. En wat voor mij daar heel hard aan linkt is een beetje... We noemen het intern System 1 en System 2 thinking. Dat System 1 is echt dat denken van op 2 seconden en System 2 is zo echt het doordachte. En bij innovatie lieten wij ons vroeger veel harder leiden door wat mensen echt op papier zeggen en wat ze beredeneerd zeggen. En we weten dat dat niet overeenkomt met hun echte gedrag. Dus onze innovatie zit meer in System 1 thinking op wat mensen echt doen. En daar leert online ons dan heel veel. Want je kan heel snel testen van, is het waar wat ze zeggen? Klopt het? Zullen ze het nu doen? Doen. En je ziet dat innovatie en alles wat we doen meer gaat rekening houden met dat System 1 neuroscience thinking, wat beter is voor de consument, want je komt met betere oplossingen. Cool. Chez vous, l'innovation, ça se met où? C'est une bonne question parce que dans une petite société très jeune comme la nôtre, finalement, elle sort, j'ai l'impression, d'un peu tout le monde, un peu partout, ça dépend des moments. Et alors, on en a trop, et donc on fait une liste, on fait des projets, on essaie de les placer sur l'agenda de toute l'année. Mais donc, finalement, en fait, une innovation peut être tout à fait individuelle. Donc, une personne va driver un projet et alors elle se construit une équipe et puis elle continue. On appelle ça les task force chez nous. Mais donc, c'est pas de process, je dirais. Et un exemple, quelle est la dernière innovation incroyable que vous avez apportée sur le marché?
La dernière innovation incroyable, c'est vache, hein. Voilà. Allez, la dernière innovation. Le niveau, là. Innovation. Si je dois prendre une grosse innovation, mais qui est plutôt en interne, je pense que le branding complet, le rebranding complet qu'on a fait en novembre, et ce repositionnement peut-être plutôt accentuation du positionnement, être beaucoup plus engagé dans notre mission. Mais ça a été quand même, ça a demandé beaucoup de boulot, beaucoup de travail de toute l'équipe et quelques mois, d'abord pour venir avec ce branding et puis ensuite le mettre en place. Et puis ensuite, énormément d'innovation située au niveau du site internet, mais alors ça c'est petit. On va en parler plus tard. Le site, tu gardes? Yes. Ok, on va faire une micro-pause, on va souffler, et puis après ça, on attaque le blog 2. Voilà, donc là on passe dans un nouveau bloc et donc le thème c'est, donc on est toujours dans la notion de temps et donc la relation avec le temps et le temps qui a changé, mais on va passer un peu sur l'idée des produits. Est-ce que ça a apporté des nouvelles pistes de différenciation, de la valeur ajoutée qui est apportée différemment, soit parce qu'on ajoute un service à un produit, soit parce qu'on transforme fortement un produit? Qu'est-ce qui s'est passé là et vers quoi on va, et notamment toute cette idée de on n'a plus assez de temps, comment est-ce qu'on fait gagner du temps aux consommateurs, et c'est un peu dans cette thématique-là. Et donc, Joël. Moi, on fait des études nous-mêmes chez Géry et on s'est rendu compte que le nombre de choses qu'on fait tous dans la journée et le nombre de choses que nos enfants aussi font tous, il y a 30 à 40% de plus qu'avant. Donc on a une pression sur le temps, une exigence d'efficacité qui est vraiment difficile en flux tendu. Et donc, dans la préparation, Chris, toi, tu es revenu avec cette idée de pouvoir, quelque part, travailler, penser en termes d'usage, en termes de service, pour offrir du temps, faire gagner du temps aux consommateurs. Et je trouvais que c'était une piste intéressante à explorer ensemble. Ik heb het moeten opschrijven, want ik hoorde onlangs een goede quote en die zei van we hebben als mensen nog nooit zoveel tijd gehad en we hebben ook nog nooit zoveel tijd nodig gehad. Versus heel lang geleden hebben we waarschijnlijk allemaal meer tijd, maar we hebben door alle dingen die we doen veel meer tijd nodig. En je ziet dan echt die nieuwe consumentengewoontes. En voor mij gaat dat echt in twee richtingen. Enerzijds zoeken de mensen meer en meer convenience. Dus de dingen die ons tijd helpen winnen. En we willen dat nu. Dus ik noem het even de now economy. En daarnaast heb je een beetje... Mensen zoeken dan om die tijd in te vullen. Zoeken ze meer experience en entertainment. En dan noem ik een beetje de wow economy. Want ze willen wowed zijn met al die andere dingen die ze doen. Als je dan naar convenience gaat kijken... Ja, dat kan in je product zitten. Er zijn heel veel producten die gebruiksgemak toevoegen. Dat kan in het koken zijn, makkelijker om te koken, makkelijk smaak toevoegen. Maar dat kan ook heel simpel. Ik weet niet hoeveel mensen een stofzuigerrobot hebben. Dat is ook convenience. Daar zit het intrinsiek in het product. Wij proberen iets meer te kijken naar de services die je op een product kan brengen. En daar zijn ook heel veel mogelijkheden. En je ziet, je kan daar ook echt gaan gebruik maken van nieuwe platformen en innovatie. Iedereen kent Uber Eats, iedereen kent Deliveroo. Dat is echt, dat zijn de delivery platformen. Wat is voor ons ook convenience? Convenience is, je ziet een tv-spot van Magnum, je hebt daar zin in, je krijgt een boodschap op het scherm, bestel nu op Uber Eats en 20 minuten maximum later heb je je product en zit je een ijsje te eten voor op je sofa. Dat is absolute convenience en ook een beetje experience. Dus ik denk dat je die convenience trend, als je daar heel goed over nadenkt met alle tools, technologie, wordt enthousiast als die... Ik ook altijd. Als je dat allemaal samenbrengt, zijn er zoveel opportuniteiten voor marketeers om nieuwe kanalen te gaan gebruiken. En dat verandert ook ons marketingvak. Want ja, waar dat je vroeger had awareness, engagement, conversion. Ja, je ziet iets op tv en je kan onmiddellijk buying en conversion hebben. Dus die funnel wordt veel kleiner. En dat vind ik interessante pistes. En als je daar als bedrijf over nadenkt, kan je er 101 vinden. Dus heel veel opportuniteit in convenience. Cool. Quelque chose à rajouter là-dessus? Quelqu'un a envie de réagir par rapport à ça? Iemand wil? Ok. Peut-être maintenant parler, on est face à un nouveau consommateur et on a des tonnes de données.
Et donc, c'est vraiment de relatie tussen data en merken. En wat hebben jullie gedaan, bijvoorbeeld bij Alpro, om die nieuwe manier van consumeren, de nieuwe manier om een product te kiezen, te kunnen begrijpen? En waar hebben jullie die data gevonden? Hoe heeft dat jullie geholpen om een nieuwe marketing te kunnen opbouwen? Ja, voor ons is eigenlijk daarin heel hard naar voren gekomen. Enerzijds wat dat, Chris zegt, de convenience, maar ook inspiratie. Eigenlijk dat hij daar naar op zoek was. En dat is iets dat wij hebben vertaald dan daarna naar het werken met ambassadors heel hard. Dat is ook gewoon weer die convenience gaf. Want die ambassadors ook tijdens COVID-perioden konden aantonen van oké, wij claimen goed bezig. Hoe kun je dat in je dagelijkse leven omzetten? Dat is één iets. Dan wat Chris daarnet ook zei van Uber Eats en zo, die foodboxes daar ook een grote toegevoegde waarde aan zijn. En dan daarnaast is dat eigenlijk ook gewoon het volledige thema van we hebben een aantal campagnes gedaan op lekker plantaardig voor de planeet. En daar weer met recepten en zo terug te komen. Dus dat is eigenlijk een beetje wat de consument ons gezegd heeft in de data. Donc c'est vraiment nourrir et nourrir la nouvelle pratique. Ce qui m'intéresserait par rapport à ce qui suit ici, c'est que moi je suis assez fascinée par la data et je trouve que les gens passent de data fascinée à data obèse. Où à un moment donné, ils sont là, on a beaucoup d'informations et ils n'arrivent plus à faire la sélection. Qu'est-ce qu'il faut regarder parce qu'il y a beaucoup. Et donc par rapport à ça, ça m'intéresserait de vous écouter parce que vous êtes tous, spontanément, vous avez parlé de data, vous avez parlé du digital comme étant une source d'information. Comment on prend les bons KPIs dans la data? Comment on choisit? Qu'est-ce qui donne cette source d'inspiration? Est-ce qu'il y a des nouvelles façons de faire, en fait? Oui, c'est ça. Ou des nouveaux points d'attention. Par rapport à ce qu'on faisait il y a 3 ans. Ouais. Ja, heel goede vraag. Ik denk daar, het data-obese is inderdaad wat we zijn. Als ik kijk, de uren dat je bezig bent met data. Ja. En ik denk voor mij wat dat helpt, is wel diep gaan, diep graven, goed zien wat wij intern die average noemen. Omdat je hebt vaak de neiging om een trend te zien. Maar dat is nooit een trend. Dus daar komt het dan begint te graven. Oké, en er zijn 3 trends. En binnen die trends zie ik nog subtrends. Dat te analyseren, dat daar ligt. Maar dan weer bijna fysiek uw consument in het midden te gaan zetten. Oké, wie is de consument? Dat bestaat ook al niet. Dus dan kom je echt op een soort een tiered aanpak, waar dat wij bijvoorbeeld een andere manier van communiceren hebben of andere touchpoint-plannen voor de jongeren, de Gen Z's, dan dat we hebben voor mensen die al veel dieper zitten in het plantaardig verhaal en soms iets ouder zijn. In Ecom heeft dan ook een volledig aangepaste mechaniek uitgewerkt voor de jongeren, de min 35-jarigen. Ik trek me niet aan dat dat de jongeren zijn. Inderdaad. En meer mensen met meer ervaring, wij dus. Omdat de shopper gedraagt zich ook anders. En dat is wel het interessante aan data, maar daarvoor moet je wel van die obesitas terug je level opgaan om te zien, oké, maar what makes them tick? En dan testen en proberen. En daar zit dan weer dat digitaal. Hè. Je doet het, je monitort, AB-testing, hop, oké, dat werkt beter, we gaan daar verder in. En zo fine-tunen, maar zonder dat je het verliest. Anders is het echt een chaos van data. Oké. Chez vous? Et chez nous, je vais vous raconter comment ça se passe dans une toute petite société. Ouais. Et non, mais donc du coup, on commence à la base. D'abord, il faut être sûr qu'on traque bien toutes nos données sur le site. On a beaucoup de chance avec un e-commerce parce qu'on a beaucoup de données sur nos clients. On peut aller jusqu'au point où on sait plus ou moins quel est le revenu moyen de nos clients en connaissant leur adresse, etc. Tout ça, c'est très intéressant. Mais effectivement, une fois qu'on l'a traqué, il faut savoir la structurer. Donc ça, c'était une étape qu'on a fait assez récemment, en fait, finalement. Vraiment restructurer nos données dans ce qu'on appelle un data warehouse. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, ça permet de commencer à faire des analyses rapidement et de manière efficace. Mais une fois qu'on a fait ça, moi, je me suis effectivement retrouvé en face de ça. On avait plein de données, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Donc je pense que là, il y a une phase exploratrice. Donc là, on croise des données. On se dit, en fait, est-ce que c'est le pays? Est-ce que c'est le statut du client? Est-ce qu'il est membre ou il n'est pas membre? Donc on croise un peu dans tous les sens et puis on se rend compte qu'il y a des choses qui ressortent. Et donc ça, c'est un peu la première étape. Et puis ensuite, la deuxième, ça va être construire, comme tu disais, les KPI, construire un dashboard qu'on peut suivre, qui est vraiment intéressant. Et donc ça, c'est ce qu'on fait actuellement. Et alors, la manière dont on comprend notre base client aujourd'hui, c'est qu'on a fait un clustering. Donc, on sait qu'il y a en fait 13 types de clients différents et on les divise par leur habitude d'achat. Donc, chaque
type de client, en fait, un peu sa manière d'acheter chez Casidomi. Donc si je prends un exemple très extrême, c'est le cluster qui est composé de clients qui achètent presque exclusivement des compléments alimentaires. Donc en fait, eux, finalement, ils utilisent Casidomi comme une pharmacie. On vend de la nourriture, des boissons, des produits de beauté, des produits d'entretien de maison, on vend plein de choses. Et les compléments alimentaires, c'est une petite partie, mais finalement, auprès de ses clients, si on sait qu'ils viennent acheter seulement des compléments alimentaires ou presque que, mais on peut être ultra pertinent, c'est-à-dire qu'on peut communiquer exclusivement sur les compléments alimentaires, on peut créer un environnement qui est finalement propre à eux avec des compléments alimentaires, le blog, les articles de blog sur les compléments alimentaires, la page d'accueil, en fait on va éviter de montrer des pâtes et des sauces tomates parce que ce qui les intéresse c'est les compléments alimentaires, donc on peut tout adapter, ça c'est le luxe de l'e-commerce, on peut prendre la donnée et l'activer finalement assez rapidement, donc, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est juste un peu d'informatique. Mais ça veut dire que vous avez une force assez importante par rapport à un acteur classique qui serait un distributeur comme Sequoia ou d'autres. Exact, parce qu'en fait finalement c'est comme si un Sequoia pouvait changer son magasin pour chaque client qui rentre. Okay. Et ça c'est puissant. Donc on le fait pas encore aujourd'hui, mais bientôt. Et là, l'argument, enfin, je suis intimement convaincu que finalement, si la société est fondamentalement axée vers l'impact positif, donc si on prend la définition de la certification B Corp, Do Business as a Force for Good, mais finalement, plus on est pertinent auprès du client, plus la fréquence d'achat va augmenter, plus le panier moyen va augmenter, plus on va vendre, et plus on vend, plus on a d'impact. Si on prend un extrême, enfin pas vraiment un extrême, mais une société exemple dans le domaine, c'est Patagonia. En fait, Patagonia a un marketing exceptionnel, quoi. On regarde leur emailing, c'est vraiment parfait, et on se dit mais finalement ils mettent des publicités en disant n'achetez pas, achetez moins, etc. Mais ça donne juste trop envie d'acheter. Mais finalement, on préfère que les clients achètent du Patagonia que d'autres marques, je ne vais pas citer, parce que ça dure plus longtemps et parce que c'est sustainable. Okay. Donc c'est vraiment cette idée de dire on essaie d'être le plus pertinent possible pour pouvoir avoir un impact positif plus important. Mais ça fait peur, j'ai juste envie de rebondir là-dessus, parce que tu te dis que les petits magasins n'ont pas les armes pour pouvoir survivre. Et quelque part, on a quand même envie de sauver les locaux, notre libraire, notre petit magasin, notre petit... Et face à ce que tu viens de décrire, c'est impressionnant, parce que comme tu le dis, vous venez avec le bon message, le bon visuel, le bon contenu, au bon moment, avec face à la bonne personne. Après, eux ne pourront jamais le faire. Et donc, quel va être l'avenir? Mais bon, ça, c'est une question auquel j'imagine que toi, tu sais pas répondre. Quelle est votre vision de la catégorie? Alpro, ils ont choisi de faire augmenter, on fait monter tout le monde en puissance et tout le monde va y gagner. Quelle est votre position par rapport à ça? Similaire en fait finalement. Je veux dire, nous, si les personnes suivent ce qu'on prône, on pense qu'on va vers la bonne direction. Ça c'est très clair. Et je rebondis juste quand même sur ton point. Je pense qu'il y a d'une part, effectivement, on espère, c'est pas garanti, mais qu'on prendra en importance au fil du temps. Là, c'est notre rôle de faire vivre les acteurs locaux aussi. Donc on peut se fournir, c'est des plus petits fournisseurs. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait dans la mesure du possible. L'autre partie, c'est que l'achat online est vraiment très subjectif. Donc il y a des clients qu'on n'aura jamais, simplement parce que des clients adorent acheter chez leur maraîcher, chez leur fromager, et ils adorent avoir leurs produits tout de suite, choisir leurs produits dans le magasin, les toucher, etc. Et ça, finalement, c'est une expérience qu'on ne pourra jamais offrir. Et je pense que ces gens-là ne changeront pas. Et même à titre personnel, je ne fais pas toutes mes courses en ligne. J'aime aussi avoir ce contact humain, j'aime rentrer dans un magasin qui est sympathique, et ça, je pense que ça ne changera jamais. C'est le même débat qu'avec la presse il y a 10 ans, où on se demandait si le journal a encore existé. Ce que tu expliques, c'est ça. Oui. En ik denk dat al die kleine winkeltjes trouwens ook heel veel data hebben. Ze hebben heel veel toegang tot data online, dus dat is daar. Maar data hoeft niet per definitie uit een digitaal systeem te komen. Een kleine bibliotheek of een kleine librairie kent zijn klanten waarschijnlijk ook heel erg goed persoonlijk. Dat is voor mij even kwalitatieve data om naar personalisatie te gaan. Dan heb je nog het beeld van je komt in een boekenwinkel en de eigenaar kan je aanbevelen, hey Chris, ik heb iets dat misschien voor jou is. Een experience-vlak. Is data op basis van vorige aankopen, mengt dat samen met wat je online kan vinden. En ik denk dat ook kleine winkels en kleine merken een heel goede basis hebben voor data en geen overload, zoals wij waarschijnlijk hebben. En om terug te komen op die overload, misschien nog één kleine tip, of wat ik denk dat bij ons helpt, is gewoon om
aan het begin gewoon de vraag te stellen, wat wil ik met de data doen of welke vraag wil ik beantwoorden. Spendeer daar eens 3 uur aan voordat je in al die data gaat zoeken en ga heel gericht dan data gaan gebruiken. Dat is heel interessant te horen. Omdat er zijn heel veel mensen die erin springen en zonder te weten wat ze zoeken en dan, wat doe je ermee? Exact. Ja, Ok. Donc, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que vous dites, c'est d'avoir des gens qui réfléchissent avant, mais aussi qui vont chercher de l'inspiration dans la data. Vous avez décrit des choses qui sont de l'ordre de je vais chercher, je ne vais pas confirmer, je vais chercher des choses. Donc je change de mindset, je reste ouvert et je vais chercher de l'information, alors que souvent on essaye de checker des choses pour minimiser le risque. On va parler dans le bloc suivant des équipes. Ça serait intéressant d'aborder le rapport au risque et le droit de rater. Parce que quand on essaye des choses, quand on cherche, quand on veut de l'inspiration, on peut aussi avoir le nez bouché et trouver quelque chose qu'on croyait super relevant. Et en fait, c'est pas ça. Donc, ça va être intéressant de voir par rapport à ça, comment on se retrouve par rapport à ça. Normalement, maintenant, on devrait faire une petite pause. Alors, on entame le bloc 3. Le bloc 3, on va parler de vos équipes. On va parler des équipes. Pendant le déjeuner qu'on a eu juste avant, on a parlé de la difficulté d'être chacun chez soi, de comment on garde du team spirit, de comment on reste assertif, comment on reste tous alignés dans le même projet, comment on fait de l'innovation dans cette nouvelle manière de faire. C'est de tout ça qu'on a envie de parler avec vous maintenant. Par rapport à ça, quelle est l'approche Casinomi? Comment vous faites dans ce moment où vous êtes en train de grandir? Tu as parlé d'une équipe qui était dédiée au catalogue tout à l'heure. Comment vous faites pour avoir le même focus tous ensemble? Exact. Si on prend vraiment à la source, au recrutement, on est extrêmement strict sur le fit. Donc si quelqu'un est excellent en termes de hard skills, mais on ne s'entend pas super bien, on n'a pas d'alignement par rapport à la mission, ça c'est un no-go total. Et comme la mission est quand même vraiment prépondérante chez Casinomi, c'est clé d'avoir des gens alignés. Donc ça, c'est le premier point. Et ça, je pense que ça aide vraiment à créer une équipe alignée et qui s'entend bien et qui est en fait engagée dans la même direction. Ensuite, je pense que le management est très bon dans son accessibilité. On a, que ce soit les cofondateurs, que ce soit les managers de chaque pôle, finalement, on est tous très jeunes et très, très accessibles. Donc, il n'y a pas de hiérarchie trop forte, etc. Il y a vraiment une ouverture et une simplicité de communication qui est vraiment, vraiment sympa. Et puis, alors, si je prends un exemple hyper concret, mais c'est par exemple les cofondateurs qui régulièrement nous invitent à aller faire de l'escalade, à aller faire du sport ensemble. Donc, on vit comme si on était presque amis, entre guillemets. Mais bon, le rapport de supériorité, évidemment, là, on est une société sérieuse, mais voilà, c'est quand même très, très agréable, ça, au niveau de l'ambiance d'équipe. Et puis après, rien de très surprenant là-dessus, mais il y a des dîners un peu informels, il y a des verres, il y a des team building, etc. Mais ça, c'est rien de très surprenant. Mais je pense que ce qui moi, m'impressionne par rapport à mon expérience passée, c'est vraiment l'accessibilité du management et l'aspect très, très sympathique et simple dans la société, quoi. Il y a un truc que j'aimais pas dans ce que tu as dit, c'est les jeunes. On est jeunes, donc on est accessible. Tu es un petit peu tout seul dans ton groupe, là, dans ton cluster. Non, c'est pas vrai, on est tous jeunes. Mais quand tu dis être aligné, donc go, no go quand quelqu'un rentre, mais c'est assez clair, les éléments sur lesquels la personne doit être alignée, ils sont explicités ou c'est du feeling et de l'implicite? Il y a plus de feeling et d'implicite que d'éléments listés.
Et là, c'est vraiment, en fait, pendant l'interview, en fait, il y a un test assez simple, c'est est-ce que je m'entends bien avec la personne, quoi. Okay. Est-ce qu'on a des conversations alignées quand on aborde le sujet, par exemple, de l'alimentation saine et durable, etc. Et en fait, on se rend vite compte que, bon, si c'est pas le cas... Okay. C'est très intéressant. Ça, c'est une évolution que tu connais dans les ressources humaines, dans les entreprises. Je ne sais pas si vous voyez chez vous aussi, mais il y a 15 ans, c'était les skills, le CV, quelle école tu as fait, qu'est-ce que tu as comme expérience. Et depuis, j'ai envie de dire 5 ans, tout ça a vraiment changé. Et on préfère avoir quelqu'un qui fit dans le feeling, dans la culture, dans la façon d'être, et qui va apprendre un peu, qui sait un peu moins que l'inverse, parce que apprendre, on sait toujours. Par contre, changer une attitude, quand vous mettez quelqu'un qui ne fit pas dans une équipe, c'est foutu. Et donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment fortement évolué ces dernières années au sein des entreprises. J'imagine que vous le vivez tous aussi. Et la seule chose, si je peux ajouter un point là-dessus, c'est qu'il y a juste certains hard skills qu'on ne sait pas apprendre tout seul. Et là, il y a un risque à ne pas prendre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qu'on sent capables d'apprendre énormément de choses, mais si en interne, on n'a pas le manager ou l'expert qui peut apprendre, la personne ne sera pas motivée, et 2, elle ne sera jamais experte dans le domaine. Donc, il y a quelques skills, par contre, entre guillemets, qui sont nécessaires à un rôle, et on ne peut pas laisser passer. Donc, on va avoir un super fit, mais si la personne est un peu trop junior, dans ce sens-là, ça... Bien sûr. Même si on sent qu'elle est très intelligente, etc. Mais s'il y a des choses qui s'apprennent et il faut qu'on fournisse les personnes nécessaires pour pouvoir apprendre. Unilever, c'est une des grandes écoles en marketing. Quand moi, j'ai commencé à travailler, on me disait, tu dois choisir ton camp. Ou c'est Procter, ou c'est Unilever. Moi, j'ai monté ma boîte, c'était plus simple. Pas de risque. Le choix n'est pas si difficile non plus pour moi. Mais... Est-ce qu'il y a eu des changements dans la manière de choisir les gens, dans la manière de les approcher, dans la manière de les embarquer? Ik volg een beetje het verhaal van daarnet en wat jij ook net zegt van absoluut. Ik denk wat je vroeger heel hard op skills zat, de hard skills zat, ga je veel meer naar de soft skills. Ik doe zelf een aantal sollicitatiegesprekken met de nieuwe mensen die binnenkomen. Het grootste deel van het gesprek gaat eigenlijk over een simpele vraag. Wat is jouw purpose in je leven? Een heel moeilijke vraag voor zo jonge mensen. Maar het is wel een interessante vraag, omdat je gaat peilen van wat vinden die mensen belangrijk, waar staan ze achter. Dus je hebt enerzijds dat, anderzijds Unilever staat in de markt gekend als een purpose-organisatie en we weten dat de nummer 1 reden waarom mensen bij Unilever vandaag willen komen is net omdat we die visie hebben. Dus we trekken ook die profielen aan omwille van wat we naar buiten toe brengen. Oké. J'aimerais bien par rapport à ça, d'abord, écouter aussi comment ça se passe chez vous, mais aussi de regarder comment on nourrit les équipes. Parce que là, vous avez catché les bonnes personnes, mais après, c'est des jolies petites plantes. Il faut les nourrir pour qu'elles deviennent grandes et qu'elles grandissent dans le sens de ce que vous voulez qu'elles soient et ce que vous voulez tous ensemble. Donc, on va essayer d'ajouter et puis je reviendrai vers vous. Comment ça se passe chez vous? Comment on choisit les gens et puis comment on va chercher de l'inspiration? Comment on les nourrit? Ik denk het kiezen is... altijd spannend en inderdaad, ik vind mij helemaal terug in wat Louis en Chris zeggen. Het gaat echt over de mens die voor jou zit. Ik denk, mijn favoriete vraag, gestolen van mijn vorige manager, is waarom moet je de job niet krijgen? Omdat je dan de mensen plots ze hebben alles voorbereid, of ze hebben niks voorbereid, ook goed. Maar dan hebben ze uit die comfortzone en dan krijg je een heel eerlijk antwoord. En dan merkt ook, is dat iemand die... of super defensief wordt. Dus dat is voor mij echt een beetje een goede feeler van oké, dit vlees hebben we in de kuip. Uiteraard geen echt vlees bij ons. En dan het voeden, denk dat daar ook maar expertise binnen of ervaring binnen Danone een mooi voorbeeld van is. Ja, ik denk dat wat we voeden intern, denk ik dat gewoon mensen ook wel laten evolueren een grote fit is, of een grote hulp daarvoor is. Ik denk dat wat er dus door Chris, Louis en Jolien ook al gezegd is, het feit van niet enkel op harde skills te gaan focussen, zorgt ook dat je diversiteit kan toevoegen aan je teams. Omdat harde skills is moeilijker om te diversifiëren binnen een team. De mensen kennen, dat kan wel, maar dat is dan meer crossfunctioneel. Terwijl je wel diverse teams kunt maken en dat speelt ook weer in die voeding.
in het feit van hoe dat je gevoed wordt net door je collega's. Dus dat is op persoonlijk vlak, denk ik. En dan daarnaast is er natuurlijk ook qua content voeden. En daar denk ik dat wij ook heel hard proberen externe voeding te krijgen, naar binnen te krijgen. En dat kunnen heel kleine voorbeelden zijn. Bijvoorbeeld met mijn shopper-marketingteam probeer ik van echt op regelmatige basis retail safaris te doen en echt gewoon met het team naar de winkels te gaan. Maar niet enkel winkels waar dat onze producten zijn, maar ook andere winkels. Te gaan kijken van oké, wat doen andere merken? Hoe ziet dat eruit in andere categorieën? Dat soort zaken. Echt feet on the streets, zoals dat we zeggen. En dan denk ik dat er een derde pijler is in voeden en dat is interconnectie. Echt gewoon hoe mensen samenwerken. En ja, dat doen we dan weer door wandelingen, les dîners dont tu parles. Ik denk daarom daar nog 1 puntje bij aan te vullen. Er is enerzijds, ik denk dat onze bedrijven, onze mensen heel veel voeden. Er is heel veel informatie. Maar voor mij is er de nummer 1 skill voor een marketeer is curiosity, nieuwsgierig zijn. Dus het is ook echt recruteren op nieuwsgierige mensen. En ik beoordeel mensen in mijn team op de mate van nieuwsgierigheid en learning in een jaar. En dat is voor mij echt de number 1. Ze slaan er mij mee dood, omdat ik kom er altijd op terug. Maar het is echt learning attitude en curiosity is making the difference. Ce qui est intéressant sur ce que tu disais, Anouk, et que tu nous avais dit encore de façon plus claire la fois passée, c'est que moi, j'ai travaillé dans des sociétés comme vous, des FMCG, où à l'époque, si tu voulais connaître des nouvelles tendances ou si tu voulais aller investiguer un nouveau type de magasin, mais dans un marché complètement différent, tu faisais ça le samedi, le soir, en dehors de tes heures. Et que maintenant, chez vous, comme tu l'avais expliqué, et je trouve ça assez intéressant, je pense que c'est comme ça chez vous aussi, ça fait partie de ton job de tous les jours, en fait. Et tu peux, tout d'un coup, ne pas être là pendant 5 heures de ta journée parce que tu es allé voir un Bioplanète qui n'a peut-être rien à voir avec vous, mais qui va t'apprendre comment... Et ça, c'est une nouvelle culture. Tu vas regarder une vidéo pendant une demi-heure sur TEDx, sur un truc, et ça fait partie de ton boulot. Avant, il y a 10 ans... Si tu étais en train de regarder un TEDx et on te regardait comme ça et on disait mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là, elle ferait pas un peu bien travailler. Enfin, non, tout à fait. Et ça c'est vraiment une nouvelle façon de penser l'innovation et l'avancement. Tout à fait. Ça peut nous prendre le temps parce que ça, ce qui est aussi très intéressant, c'est de quitter la Belgique, par exemple, pour faire ça. Tout à fait, pourquoi pas. Enfin, après les Pays-Bas, heureusement qu'on est assez central, donc c'est pas forcément comme si tu dois partir pendant plusieurs jours ou quoi, mais juste passer cette frontière, aller voir comment est-ce que ça se passe autre part. Oui, ça peut nous enrichir. Dat is ook wat Chris zei, hè. Nu kan het on the job, is het deel van de job, maar wilt met mij niet naar een supermarkt gaan of naar een klein kruidenierstakje. Mijn man wacht buiten. Hè. Zo, doe maar, ik ga je toch kwijt zijn, dus doe maar en ik wacht hier wel. Omdat dat is ook... En ik heb dat heel lang niet beseft, maar dat is dingen vastpakken, een keer lezen. Hoe vertellen zij een verhaal? Wat staat er op een pak, wat staat er niet op een pak? Ja. En denk, dat is ook het curiosity, het excitement. Ja. En dan buiten komen met 101 nieuwe ideeën en vergeten zij wat ze gaan kopen. Dat hoort er ook wel bij. Bij ons was het ook zo. Hij kwam terug thuis met zoveel producten dat we helemaal niet nodig hebben. Ja, maar dat is niet, we moeten dat proberen. En, Chez vous, comment ça se passe, le fait de nourrir les équipes, tous ces petits jeunes là, comment on fait des grandes plantes avec eux? Donc, comme j'ai dit, il y a un aspect formation des plus experts dans les domaines. D'accord. Donc, à chaque fois, il y a le manager de chaque pôle a ou bien développé ses skills sur un plus long terme. Donc, on a en fait pour le moment pas engagé tellement d'experts, de seniors. On a beaucoup de juniors, mais bon, il y a des juniors qui sont là depuis 2-3 ans. Et donc ça permet de devenir un peu plus senior dans le domaine. Et donc ces gens-là, nos managers ont comme rôle aussi de former les équipes et d'accompagner en fait chaque membre de leur équipe, surtout les plus juniors, sur des choses qui sont peut-être très basiques, mais ne serait-ce que comment prendre des bonnes notes pendant un meeting, parce que si quelqu'un sort de l'université, il ne l'a jamais appris. Comment présenter correctement, comment faire les négociations, par exemple, avec l'équipe catalogue, etc. Donc tout ça, ça s'apprend principalement à travers le manager. Et puis après, il y a un programme de formation qu'on est occupé à développer, où là, on essaye, ça c'est pas évident, de trouver des formations pour chaque membre de l'équipe qui peuvent être intéressantes. Et alors là, le budget est déployé et les employés prennent le temps qu'il faut pour faire ces formations généralement en ligne. Et puis je pense qu'il y a l'aspect humain, feedback régulier, appréciation, etc., qui permettent de nourrir certainement nourrir les équipes aussi, quoi. D'accord.
Quand je t'entends, j'ai encore envie de faire une petite remarque. C'est dangereux d'avoir que des jeunes. Vous avez besoin parfois de vieux routiers qui connaissent les trucs à long terme, la stratégie, et qui aident quand même à encadrer tous ces jeunes qui sont capables peut-être d'aller à quoi, là, on remercie notre board. Hein. Donc, on a un board qui est très senior dans le domaine, qui est senior en général et puis senior de temps en temps vraiment dans le retail. Donc ça nous aide. On a un membre du board d'ailleurs qui est là de manière hebdomadaire en fait. Donc ça aide très clairement. Mais par contre, maintenant, on commence à vouloir engager des personnes plus seniors, comme par exemple un CMO. Et là, c'est clair qu'on ne va pas prendre quelqu'un de junior, quoi. C'est un rôle vraiment senior. Mais ça, on a la recherche typiquement de ce genre de profil. Maintenant qu'on a une taille un peu plus conséquente que dans le passé et qu'on peut se le permettre. Anouk sprak daarnet over diversiteit. Voor mij bij Unilever toch, of mijn interpretatie, dat is voor mij de grootste diversiteit die ik nog zoek. De leeftijdsdiversiteit. Want wij zijn ook relatief jong. Maar dat wil zeggen dat je allemaal in diezelfde bubbel zit. We bekijken dezelfde TikTok-hypes en dit. Dus ook die leeftijdsdiversiteit is echt een belangrijk in een team voor mij. Oui, c'est vraiment important parce que, en fait, il y a l'implicite et l'explicite. Et quand je vous écoute, vous travaillez pas mal sur expliciter les choses. Donc, oui, la curiosité est un must. Oui, donc c'est des choses qu'on essaye de dire. Celui-là, il a l'air curieux, mais on lui dit pas. C'est vraiment bien. Mais par rapport aux tranches d'âge, moi, je vois bien en tant que sociologue qu'il y a des fois des choses qui sont des évidences pour une catégorie, et en fait, on condamne d'autres à pas rentrer. Donc le onboarding de tout le monde ou d'une plus large base de clients, c'est un choix. C'est un choix philosophique, en fait. C'est un choix où on dit, OK, on va expliquer à une Boma qui a toujours mangé du beurre qu'elle peut faire autrement. Et on va lui dire que c'est bien pour elle, que c'est bien pour la planète et pour son petit-fils, parce que ça va mieux marcher pour elle. Et des choses comme ça. Donc, c'est important ce que tu dis, parce qu'il y a vraiment cette idée de diversité qui est maintenant en fort focus sur les origines, mais il y a aussi, dans une société vieillissante, des enjeux à ce niveau-là. Je voulais vous demander, Anouk a parlé de comment on allait faire des safaris en retail, par rapport au contenu des formations que vous donnez. Toi, tu as parlé de contenu à la carte, formation en ligne. Est-ce que vous avez des thématiques chaque année? Est-ce qu'il y a un catalogue de formation? Comment ça se passe? Si quelqu'un qui nous regarde se dit oh, « moi j'ai aussi envie de feeding, donner à manger à mes équipes », on lui conseille quoi? Jolien, advies. Ik denk dat een combinatie is. Wij hebben een heel goede evaluatie-performance cycle. En daarbinnen wordt echt gekeken, oké, je wilt daar naartoe, dus dit zijn de trainingen die je daarvoor moet doen. Dit zijn de functionele trainingen die we aanbieden. En daarnaast ook echt kijken van, oké, waar krijg je de energie uit? Waar voel je zelf dat je misschien nu denkt van, dat interesseert mij nu nog niet, maar misschien een keer 2 maanden iemand anders zijn job doen. Of Anouk heeft ook in haar rol als shopper heeft een stuk innovatie meegetrokken. En dat is misschien nog belangrijker dan classroom learning of nu achter je scherm leren. Gewoon het doen. Try it. Get your feet wet. Wij proberen van classroom learning tot 10% van de learning te limiteren. Dus de rest is on the job. We hebben toegang tot online platformen waar dat gewoon trainings à la carte, wat je maar wilt, of het dan nu functioneel, people development kan zijn. Dat is gewoon echt gigantisch wat je kan kiezen. Et ça, c'est un catalogue propre à Alpro ou alors c'est des formations externes que proposez? C'est une très bonne question. Le catalogue est propre à Alpro Danone, mais il y a il y a même des articles là-dedans qui viennent de peu importe. Il y a des TEDx là-dedans, donc il y a de tout. Mais le système en soi est dédié à la boîte. Ça, oui. Et ça marche bien. En van de BMMA ook, hè? Ouais. Ja, dat zit er ook. Bij Unilever? Het is soortgelijk en het grote verschil de voorbije jaren vind ik wel is de personalisatie. Dus wij proberen eigenlijk T-profielen te bouwen waar dat je het kleine streepje van de T, de general skills hebt en die worden dan gefaciliteerd. En dan kan je echt je persoonlijk gaan praten met mensen. Wat interesseert je? Wat wil je leren? En dan ga je samen dat plan opzetten. Wij geven daar dan fancy namen voor. Dat heet het Future Fit Plan. Maar het is een goede insteek, want het verplicht je om echt een gesprek aan te gaan met je mensen. Waar wil je naartoe? Wat wil je doen? Waar zijn je eigen zwaktes? En zo bouw je samen dat plan op met dezelfde catalogus waarschijnlijk als bij Alpro. Dus soortgelijk. Ok. J'aimerais aborder une chose avant de vous demander, vous rappeler, on vous a demandé un takeaway pour nos amis qui nous regardent. Mais avant ça, une chose qui m'intéresse, c'est le rapport au risque.
Vous avez parlé de nouvelles manières de faire, vous avez parlé de curiosité, vous avez parlé d'aller chercher de l'inspiration. Donc, ça peut être quelqu'un qui est curieux, mais qui met son nœud au mauvais endroit. Ça peut être quelqu'un qui trouve de l'inspiration, il regarde ce qu'on appelle un weak signal of innovation, but it's still weak. Et il ne se passe pas grand-chose. Donc, quelque part, la performance de son investissement, le return on investment, il peut être très bas. Quelle est votre philosophie, votre approche par rapport à ça? Comment vous les encadrez? Comment vous les stimulez à avoir le droit quelque part de rater? Wie begint? Ik vind het een heel leuke vraag. Ik denk, het belangrijkste is de trends zien en dan beslissen, gaan we ervoor of gaan we er niet voor. Want dat is de other side of the medal, is we gaan op alles springen. Musical.ly, ondertussen TikTok. We doen dat, we zien wel. Ik denk, het gaat over conscious choices. En dan inderdaad, denk ik bij ons, dat er oprecht de mogelijkheid is om te falen. En dat ook het belang is van goed people management. Okay. Ik heb liever van tegen iemand zeggen, oké, we tried, dit is wat we geleerd hebben. Let's do it differently next time, idealiter wel. Maar at least we tried. En anders wachten en worden een heel stoffig merk dat gewoon niet meer beweegt. Dat is de beste lessen, hè, die komen van iets die verkeerd gedraaid is. En het langst onthouden. Ja. Maar ik ben mij wel heel bewust, en misschien hetzelfde bij Alpro, wij zijn bedrijven met heel veel geld. Dus dat wil zeggen dat een fout kunnen we ons permitteren in het systeem. Ik kan me inbeelden bij bedrijven die net iets minder funding hebben, dat er anders naar gekeken wordt. Dus ik ben wel heel benieuwd of hoe het bij Casidomi zit. Nous, en fait, finalement, on ne se compare pas à des startups comme les gorillas de ce monde. Donc, en fait, on a une prise de risque qui est mesurée. Une prise de risque, c'est sûr, parce qu'on est encore une scale-up maintenant, mais on n'a pas levé $1 milliard. Donc en fait, il faut qu'on priorise tous nos projets, et donc ça, c'est ce qu'on fait. En fait, on est ouvert à toutes les idées. On rassemble les idées et puis après, avec l'équipe de managers et les cofondateurs, on priorise et on met sur l'agenda en termes de trimestre. Et il y a des idées qu'on est obligé de laisser de côté. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est, par exemple, il y a une idée sur laquelle on commence à travailler, c'est est-ce qu'on commence à faire des produits frais ou pas. Mais alors là, on peut le faire de manière très, très lean, en fait. Finalement, on peut dépenser peu d'argent, on doit acheter peut-être 2 frigos, on doit changer un tout petit peu le site web, on peut faire un test avec X clients, on décide quel client, et puis on voit si ça marche ou ça marche pas. Si ça marche, on y va, et là on déploie vraiment les investissements. Mais là, c'est vraiment dans la philosophie de travail du net, en fait. C'est vraiment c'est le digital. Vous en avez parlé spontanément tous les deux en disant c'est vraiment un endroit où on peut tester des choses. C'est le digital. Ok, on avance, on se dit des choses passionnantes et le temps passe. On avait envie de vous demander un ou plusieurs. Ça, c'est moi qui allais demander. J'ai parlé une fois. On avait envie de vous demander un takeaway et pour ça, je cède la parole à Anne-Françoise. Je la taquine. Non, mais l'idée, c'est, on veut vraiment être très pratique avec les gens qui nous écoutent. On a la chance de vous avoir tous les 4. Et l'idée, c'est, si vous pouviez donner une chose, la plus importante, le conseil le plus pertinent et qui permet d'actionner directement quelque chose de différent demain, qu'est-ce que vous diriez, chacun d'entre vous? Un take-out. Pour moi, c'est un peu, après tout ce qu'on a dit, et j'en ai déjà beaucoup parlé avec Yoline aussi, ce qui m'aide énormément, c'est d'avoir la mentalité, ne pas toujours demander la permission. Et si ça rate, on s'excusera après. Okay. Et ça, pour moi, avec tout ce qui change tout le temps, ça m'aide énormément comme mindset. Ouais, tu vois, c'est super intéressant. Super, ok. Voor mij is er eentje die misschien impliciet naar boven is gekomen voor mij. Ik geloof heel hard in ecosystemen. Dus ik zou zeggen van, als je weet wat je gaat doen, doe het, maar ga op zoek naar de partners. En ik denk als hier al met de 3 partijen rond de tafel, denk je dat we grote plannen kunnen bouwen. Maar ga op zoek naar partners die je kunnen helpen en versterken in het verhaal. Oké. Ja. Oké. En jij? Ik denk, voor mij is het een stuk positiviteit. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Er is soms een neiging om je af te zetten tegen iets. Let's turn it around, make it positive. Positiviteit. En alles steeds authentiek. Je moet niet, purpose is nu een ding, maar je eigen purpose. Be true to who you are en niet gewoon iets proberen doen. Altijd op een positieve manier. Oké. Et moi, je vais peut-être en faire un
difficilement actionnable. C'est celui avec lequel j'allais venir. Et puis, quand tu as parlé d'actionnable, je vais en faire un autre qui est très, très actionnable. Allez. Difficilement actionnable, c'est ce dont j'ai parlé, c'est l'aspect culture, fit, et expliquer le pourquoi on fait ce qu'on fait à tous ses employés, et régulièrement. Parce que c'est clair que, encore plus dans une petite société comme la nôtre, où on ne peut pas compenser avec des salaires gigantesques, etc., une grosse source de motivation intrinsèque, c'est le purpose, c'est pourquoi on fait ce qu'on fait aujourd'hui. Et encore plus avec notre génération, et encore plus, donc, je disais, dans une situation un peu, enfin, pas un peu, d'urgence climatique, où il faut qu'on ait un sens à ce qu'on fait, quoi. Donc ça, c'est la partie plus difficilement actionnable. C'est vraiment le meaningful là-bas, Ouais, le meaningful sur lequel on est tous les jours. Et alors là, pour moi, il faut aussi le répéter, quoi. Et il faut que les employés se mettent en tête et savent pourquoi ils se lèvent le matin pour aller travailler, quoi. Et savent pourquoi ils font des heures sup, etc., etc. Et la partie très, très actionnable par rapport au digital, c'est investissez dans votre équipe informatique, investissez en informatique suffisamment tôt et suffisamment en général. Parce que ce sera toujours le bottleneck de toutes les activités, et encore plus quand on a un e-commerce, parce que sans ça, on n'est rien. Et là, on le voit, on a essayé de limiter les dépenses, etc., mais en fait, il n'y a rien à faire, ça prend plus de temps, il y a plus de bugs, etc. Donc il faut suffisamment tôt et y aller à fond, parce que c'est juste nécessaire. Très intéressant aussi. Okay. Merci à vous. Avec plaisir. Alors, moi, ce que je vais essayer de faire, je fais ça chaque fois, c'est essayer de faire un résumé transversal de tout ce que j'ai entendu, mais je veux que vous me le complétiez, parce qu'on travaille ensemble ici, il y a zéro raison que je le fasse toute seule. Donc, la première chose qui me paraissait vraiment intéressant, c'était ce que Chris a dit spontanément, c'est « walk the talk ». Arrêtez d'annoncer, arrêtez de dire je suis un petit peu la solution, je suis en partie le problème. Faites des choses et assumez les choses par rapport à votre propre cohérence. Et donc, il y a quelque chose avec le greenwashing qui est toxique, qui est que si vous faites quelque chose, vous avez 20% de votre activité pour l'instant qui est green et le reste ne l'est pas, on va dire « Ah, mais attendez, vous êtes en train de mentir, et vous êtes en train de bouger. » Donc, il faut bouger, il faut générer le mouvement. Et c'est probablement le fil rouge de tout ce qu'on a dit, c'est mettre les choses en mouvement, c'est casser les murs, faire des partenariats. Tu as parlé de partenariats, vous avez évoqué ça avec la catégorie, toi tu l'as évoqué aussi. Donc il y a cette idée de faire des partenariats dans le marché avec d'autres acteurs. Ça veut dire changer le mode de pensée, arrêter d'être seul contre tout le monde, mais essayer de réfléchir à des solutions ensemble. Et il y a plein d'exemples qui montrent qu'il y a beaucoup plus d'intelligence et de l'intelligence collective dès qu'on fait les choses comme ça. Et donc là, il y avait des choses qui étaient autour du partage de l'info. Par rapport aux consommateurs, vous êtes tous consumer-centric, mais consumer-centric, c'est devenu presque un mot toxique. Tout le monde dit qu'il est. Qui ose dire non, on s'en fout des consommateurs. Mais ça ne veut pas toujours dire quelque chose en termes de pratique. Et dans ce que vous dites, il y a de la pédagogie active. Chez vous, il y a de la pédagogie. Chez vous aussi. Vous aussi, faites des propositions qui peuvent substituer. Dans la facilitation, tu es revenu plusieurs fois avec ce mot de faciliter les choses, permettre aux consommateurs de faire des choses plus facilement. Et donc, c'est valoriser l'effort du changement avec des KPI sur le prix, tu l'as dit, avec des KPI sur le fait de pouvoir adopter ce nouveau mode de vie. Et en fait, vous êtes quelque part tous dans la lignée, certains à la base, vous êtes réalignés parce que vous êtes quand même assez agile pour un grand groupe, vous êtes dans l'installation d'un nouveau style de vie. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, et peut-être que chacune des personnes qui nous regardent devrait se dire, moi, par rapport à un nouveau style de vie qui émerge, je suis où ? Et comment, si je veux embarquer, j'y vais tout seul, ou je prends des gens avec moi, et qui je prends avec moi comme partenaire. Après, par rapport le now et le wow, c'est intéressant de voir que les deux coexistent dans la tête des gens à qui on s'adresse et qu'on n'aura pas que des gens qui veulent changer et aider la planète. On aura des gens qui veulent se changer eux-mêmes et pourvu que ça fasse pas de mal à la planète, on a gagné. Donc, il y a différents registres par rapport à ça. L'idée de service aussi qui est revenue comme quelque chose avec lequel on peut faire de la différence et on peut gérer des choses. Et alors, j'ai bien aimé votre rapport à la data parce que je trouvais qu'il y avait un vrai learning qui était qu'on n'est pas toujours avec la data pour confirmer des choses. On n'est pas dans un tableau Excel où on check des choses. On peut aussi aller chercher de l'inspiration, trouver de l'information et puis faire des petits tests pour essayer de trouver, avec la curiosité que tu exiges des équipes, des choses à faire. Et puis, ce côté aligné, on doit être aligné dans l'équipe, on doit être aligné
avec son purpose et le purpose de la marque. Et là, c'est un vrai challenge. Demander à quelqu'un quel est votre purpose, j'ai déjà essayé. C'est un vrai challenge. Mais il y a cette idée de rendre le projet collectif, et c'est de nouveau, c'est pas ma carrière, c'est ensemble, et avec ce motto de diversité dans les gens, diversité dans les âges. Donc en fait, c'est quelque part ouvrir. C'est assez amusant d'être dans un moment où on est tous renfermés chez soi, devant notre écran, et en fait, le motto, c'est ouvrir, casser les murs, penser plus large, penser ensemble avec ce qui était avant des concurrents pour faire bouger les choses et peut-être avoir une vision qui est plus large que la catégorie. C'est le partage. On parle de la nouvelle économie du partage et en fait, c'est du partage dans tout. En fait, tu n'as plus... Oui, c'est ça. On enlève. Quand le virus part, on fait sauter les barrières. Et avec quelque chose qui était plusieurs fois revenu dans votre bouche, c'est ce côté explicité. Il y a l'implicite, mais il y a aussi explicité. Ce que tu venais de dire comme takeaway, qui est de rappeler des choses, être clair sur les choses. On est aussi dans un moment où on croit qu'on parle, par exemple, consumer centricity, on croit qu'on parle tous de la même chose, et en fait, on a chacun autre chose en tête. Donc, dire, chez nous, ça veut dire ça c'est ça qui est important. C'est vraiment des choses... sur lequel vous avez tous insisté. Est-ce que vous avez envie d'ajouter chacun quelque chose avant qu'on quitte notre mooi audience? Samengevat. En zeker het stuk van open, heel mooie take-out. Ja. We delen je mening. Cool. En tout cas, merci. C'était vraiment super intéressant. Je pense très enrichissant. On a eu un vrai débat avec des vrais jalons de choses à faire et d'apprendre. Vous avez partagé avec générosité vos manières de faire, votre manière de travailler, et je suis sûre que ça va en inspirer plus d'un. Donc, merci pour ça. Alors, à tous les autres, je dis rendez-vous pour du vrai. Je ne sais pas encore quand. J'attends des nouvelles du virus. Dès qu'il nous annonce qu'il est un peu fatigué et qu'il va se reposer à un endroit où on ne va pas, on se retrouve en vrai. Ou s'il reste là parce qu'il se plaît vraiment avec nous, on se retrouve ici. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous.